Aujourd'hui, nous recevons Jacques et Charlotte dans le cadre de son stage au CRSINA. Bonjour. Dans quel cadre avez-vous fait ce stage? Alors, j'ai effectué ce stage dans le cadre de l'option stage de 200 heures en laboratoire ou en entreprise que j'ai donc choisi d'effectuer durant ma troisième année de licence. Sur quoi a-t-il porté? Alors, mon stage portait sur le transfert adoptif de carticelle anti-CD19 concernant des traitements pour des maladies hématologiques chez des patients en situation d'impasse thérapeutique. Très bien, je laisse donc la parole à Charlotte qui va nous parler de son stage. Qu'est-ce qu'un CAR? Alors, CAR signifie chimeric antigen receptor. Alors, pourquoi est-ce que le carticelle va être chimérique? Tout simplement parce qu'en fait, on aura la partie extracellulaire, donc qui va correspondre à la partie SCFV. Et en fait, cette partie SCFV, c'est les parties variables de la chaîne légère et de la chaîne lourde qui vont être issues d'un anticorps. Et donc, cette partie extracellulaire, elle va être reliée via un linker à la partie intracellulaire, qui elle sera la partie CD3 zeta, qui va donc être responsable de la partie pour la transduction du signal, et elle va être issue d'un TCR. Donc au niveau également des générations, donc il faut savoir que maintenant on a environ une vingtaine de générations de carticelles, et que en fait de base la première génération on avait simplement la partie CD3 zeta, donc pour la transduction du signal, mais ils se sont rendus compte qu'on avait des problèmes de survie et de prolifération des CAR, et donc du coup les chercheurs ont commencé à produire d'autres générations de carticelles auxquelles ils vont rajouter donc des molécules de costimulation, soit 4,1-BB, soit CD28. D'accord, merci pour cette réponse. Comment sont produits les CAR anti-CD19? Alors, il s'agit d'une greffe qui va être autologue, donc en fait le patient va subir une lymphophérèse à l'EFS, donc on va récupérer ses lymphocytes T, et ensuite donc, on va stimuler ces lymphocytes T avec des billes recouvertes d'anticorps CD3, CD28. Et donc le lendemain de cette stimulation, donc, on va faire une modification génétique sur les lymphocytes T avec des particules rétrovirales ou lentivirales qui vont exprimer le CAR. Et donc comme ça, on aura notre carticelle. On va donc pouvoir ensuite les amplifier, les congeler et les réinjecter au patient. Sauf en fait, il faut savoir qu'avant que le patient reçoive ces carticelles, il va subir une lymphodéplétion. Donc ça va permettre en fait de supprimer une partie de son système hématopoïétique pour faire de la place en fait aux carticelles et pour permettre leur prolifération. Et concernant la production, quels sont les laboratoires présents sur le marché? Alors actuellement, il faut savoir qu'on a deux sociétés pharmaceutiques qui vont produire ces CAR qu'on va pouvoir utiliser en clinique. Donc on aura tout d'abord Novartis qui va les produire sous le nom de Kymriah. Donc ils vont être utilisés dans le cadre de leucémie aiguë lymphoblastique et de lymphome B chez les enfants et chez les adultes âgés de moins de 25 ans. Et actuellement, on voit qu'on a un taux de rémission de 86%. On aura également Gilead qui va les produire sous le nom de Yescarta, et donc eux ils vont être utilisés dans le cadre de lymphome B à grande cellule chez l'adulte. Donc au niveau de la méthode de construction, on voit que le module de reconnaissance c'est le même pour les deux sociétés. Ce qui va principalement changer en fait, ça va être au niveau intracellulaire, puisque au niveau de la molécule de costimulation chez Novartis on sera sur du 4,1-BB, alors que pour Gilead on sera sur du CD28. On aura également la méthode de transduction qui va être modifiée, puisqu'on aura une transduction lentivirale chez Novartis et rétrovirale chez Gilead. Comment appréhender cette utilisation des carticelles? Alors, on a 86% de rémission, c'est très bien, sauf que c'est pareil, en fait, on va forcément avoir des limites d'utilisation de ces cartes, c'est évident. On aura notamment les effets secondaires, donc avec un syndrome de relargage cytokinique, donc on aura une forte production d'interleukine 6, responsable de l'inflammation. On peut avoir une neurotoxicité, donc avec notamment des céphalées, des confusions. Ça peut même aller jusqu'à l'œdème cérébral. Et donc si ce n'est pas pris en charge rapidement, ça peut conduire à la mort du patient. On aura également le fait que comme le patient va subir une lymphodéplétion, il va être immunodéficient pour les lymphocytes B. Et donc pour combler en fait, cette immunodéficience, on va leur injecter de la tégéline, donc qui ne sont autres que des immunoglobulines purifiées. On aura également le temps et le coût de fabrication. Donc il faut savoir que c'est environ 6 à 8 semaines pour 350 000 € par poche. Et on aura également le fait que l'efficacité actuelle elle est limitée aux tumeurs liquides, puisque les CAR ne fonctionnent pas sur les tumeurs solides. Notamment, c'est dû au fait que l'environnement tumoral des tumeurs solides est beaucoup plus hostile en fait, à la prolifération des CAR. On aura également une limite dans la pratique clinique actuelle, puisque les cliniciens vont déplorer leur manque d'informations qu'ils vont avoir sur la préparation des CAR. En effet, ils ne vont pas connaître en fait, le pourcentage de cellules qui vont exprimer le CAR, ils ne vont pas connaître la viabilité ni le phénotype, et également le fait qu'ils ont une absence de suivi immunologique en fait, spécifique après l'injection chez le patient. Quel rôle avez-vous joué au sein de l'équipe? Alors donc, durant mon stage, j'ai pu participer donc, à l'analyse de préparation de CAR, donc anti-CD19, qui ont été injectés à des patients donc, dans le service d'hématologie du CHU de Nantes.
Donc il faut savoir que quand la poche arrive aux États-Unis, donc elle va être décongelée ensuite à l'UTGC à Nantes, puis elle va être réinjectée chez le patient. Et donc dans cette poche, on va forcément avoir des cellules résiduelles. Donc nous, on va récupérer les cellules résiduelles et on va faire des analyses. Donc on pourra notamment faire de la numération de viabilité à 30 minutes et à 24 heures post-décongélation. On pourra également déterminer le pourcentage de cellules qui vont exprimer le CAR. Et suite à ça, on pourra faire un phénotypage pour savoir si les cellules sont CD4 ou CD8. Quelles ont été les méthodes utilisées pour réaliser ces analyses? Alors, concernant le matériel et méthodes, donc tout d'abord pour la numération de viabilité, donc en fait ça va nous permettre de connaître le nombre de cellules vivantes et de cellules mortes dans notre suspension cellulaire. Donc on fait ça généralement juste après décongélation et après remise en culture. Donc on va avoir deux méthodes principales, la méthode manuelle, donc on va faire une dilution au demi d'andléosine. Ensuite on va faire un dénombrement donc à la cellule de Malassez et on aura par la suite la méthode qui va être automatique, qui s'appuie elle sur un automate de comptage, qui va en plus en fait nous donner le diamètre des cellules. On va également éliminer en fait le milieu de congélation qui va être le DMSO parce qu'il va être toxique en fait à température ambiante pour nos cellules. Donc ensuite on remet notre suspension cellulaire en culture. Donc dans du milieu RPMI 8% de sérum humain auquel on va rajouter donc du glutamax et 300 unités internationales d'IE2 par millilitre de suspension. Par la suite on pourra donc faire un phénotypage par cytométrie en flux. Donc c'est une méthode qui va être quantitative et qualitative, elle va s'appuyer sur l'émission de fluorescence. Donc à partir de notre suspension cellulaire, on pourra déterminer plusieurs caractéristiques, notamment comme la taille ou encore la granulosité. Et donc en fait, quand on va avoir notre suspension cellulaire, on va l'insérer dans le cytomètre. Et donc on va avoir un ou plusieurs lasers qui vont exciter les fluorochromes auxquels les cellules vont être couplées. Et ensuite on aura donc un détecteur qui va permettre de nous redonner nos résultats sous forme de dot plot. Donc ici par exemple c'est un exemple de marquage de CAR à l'aide de la protéine CD19 biotinylée. Donc on va marquer environ 100 000 cellules par puits, on les lave 2 fois dans du PBS 0,1% albumine humaine, puis on les reprend dans cette même solution. On ajoute notre protéine CD19 biotinylée, on ajoute nos anticorps anti-CD3, CD4, CD8. On laisse une incubation de 12 minutes à l'obscurité et à température ambiante. On refait deux lavages, puis ensuite on peut passer à l'analyse. Auriez-vous des résultats à nous présenter? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, on aura donc des résultats de viabilité en fonction des jours après décongélation. Donc ici, on peut voir qu'on a fait des analyses sur des préparations de Yescarta, mais également sur des préparations de Kymriah. Et que globalement, après décongélation, donc à J0, on est à 90% de viabilité. Mis à part le premier donneur en fait, qui a subi un problème de manipulation au service d'hématologie de Nantes, on voit que cette viabilité elle est maintenue à 24 heures post-décongélation, puisqu'on est toujours aux alentours de 90%. Donc ça veut dire en fait, que les processus de congélation-décongélation se sont bien passés, que la viabilité des cellules elle a été maintenue, et donc ça veut dire également que lorsque les cellules ont été injectées chez le patient, elles ont survécu. Alors ici par exemple on peut avoir un exemple de phénotypage d'écart. Donc on a fait à J0 et à J20, donc 20 jours après culture. Donc on voit tout d'abord qu'on a donc notre granulosité en fonction de la taille. Le deuxième dot plot correspond en fait à l'élimination des doublés. Et donc ensuite on peut voir qu'on a donc 23% de ces cellules qui vont exprimer le CAR et que parmi ces 23% on aura 76% qui vont être CD4+, et 24% qui seront CD8+. Et donc après 20 jours de culture, quand on refait la même analyse, on se rend compte en fait qu'on aura 45% de cellules qui vont exprimer le CAR et que parmi ces 45%, on aura 36% qui vont être CD4+, et 64% qui vont être CD8+. Donc on voit bien qu'on a un changement en fait dans la balance CD4 CD8. Et donc pour terminer, ici on est donc sur un phénotypage d'écart qu'on a utilisé en clinique. Donc on est sur 5 patients pour lesquels on a utilisé des Yescarta et 4 patients pour lesquels on a utilisé des Kymriah. Donc on voit qu'au niveau de Yescarta, on est environ 75-80% de cellules qui vont exprimer le CAR contre 20% chez Kymriah. Et également au niveau du phénotypage, on a une différence puisque on est plus sur des CD8+ chez les Yescarta alors qu'on est plus sur des CD4+ chez Kymriah. Auriez-vous une rapide conclusion à nous proposer et également des perspectives d'avenir? Alors oui, donc en conclusion en fait, de ces premières études, on peut dire qu'on a donc une bonne viabilité à T0 et 24 heures post-décongélation, mais que malgré ça, on aura quand même une différence importante du pourcentage de CAR, de cellules qui vont exprimer le CAR entre les deux sociétés, et également une différence dans le ratio CD4-CD8 entre les donneurs. Concernant les perspectives, donc on a également fait d'autres analyses sur ces CAR, notamment des analyses fonctionnelles. Donc on a regardé l'activité cytotoxique et la production de cytokines vis-à-vis d'une lignée CD19+. Et en fait, étonnamment, on s'est rendu compte
qu'on pouvait avoir une perte totale ou partielle de l'expression du CAR entre les patients, mais également entre le fait que les cellules soient CD4 et CD8. Donc l'équipe se pose la question en fait, mais quel va être l'impact en fait de cette perte d'expression du CAR sur l'activité antitumorale donc, chez le patient. Et donc l'équipe va également participer à la mise en place de production de CAR académiques en France pour permettre donc de réduire le temps et le coût de production, mais également pour permettre de répondre en fait aux questions des cliniciens concernant le phénotypage, la viabilité et le pourcentage de cellules qui vont exprimer le CAR. Donc je tiens à remercier Henri-Jocelyn et Régine d'avoir été présents tout au long de mon stage et à Béatrice de m'avoir fait confiance et de m'avoir accepté dans son équipe. Merci beaucoup. Merci, au revoir.